la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Altitude de 3210 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ici, dans le royaume de la glace éternelle et de l'air raréfié, le temps s'est arrêté. 19 septembre 1991. Une journée ensoleillée ordinaire pour les touristes allemands Helmut et Erika Simon. Ils se sont égarés en coupant à travers le col de Tizinoche. Ils sont fatigués. Ils regardent leurs pieds pour ne pas tomber dans une crevasse. Mais ils trouvent en ce qui va faire battre leur cœur d'une terreur primitive. Un corps humain émerge face contre terre d'un glacier en train de fondre. La peau est jaune comme un vieux parchemin tendu sur les os. La tête échauve le bras tordu de manière non naturelle derrière le dos. Autour du corps, l'eau de fonte est teintée de brun. Les touristes pensent qu'il s'agit d'un alpiniste mort il y a 10, peut-être 20 ans. Une autre victime des montagnes que le glacier a décidé de ramener. Ils prennent une photo. La dernière photo d'un soldat inconnu de l'alpinisme. Ils ne savent pas qu'ils regardent dans le visage d'un homme qui a vu la naissance de la civilisation européenne. Ils ne savent pas qu'ils viennent de réaliser la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Ils ont trouvé Ötzi, l'homme des glaces. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure façon de remercier. Merci. L'opération de sauvetage s'est transformée en farce qui a failli détruire la découverte. La police est arrivée avec des marteaux-piqueurs et des bâtons de ski. Ils ont travaillé brutalement essayant de dégager le corps de la glace comme un morceau de viande congelée. Ils ont endommagé la cuisse de la momie. Ils ont cassé son arc. Le croque-mort venu chercher le corps lui a cassé le bras pour le mettre dans un cercueil standard. Les curieux ont arraché des morceaux de ses vêtements comme souvenir. Le monde était à un pas de perdre la principale preuve de l'histoire. Mais quand le corps a été amené à la morgue d'Innsbruck et que l'archéologue expérimenté Konrad Spindler s'est impliqué dans l'affaire, un tel silence est tombé dans la pièce qu'on entendait les lampes bourdonnantes. Spindler a vu une hache, une tête en cuivre attachée avec des lanières de cuir à un manche en if. Il a vu un couteau en silex, il a vu des vêtements en peau. Il a pâli et prononcé la phrase qui, le lendemain matin, faisait la une de tous les journaux du monde. Cet homme a au moins 4000 ans. L'analyse au radiocarbone a précisé la date et a choqué le monde scientifique. Il a 5300 ans. Il a vécu entre 3000 et 3100 avant notre ère. Il est plus ancien que les pyramides égyptiennes. Il est plus ancien que Stonehenge. Il a vécu à l'âge du cuivre lorsque la roue était la toute dernière technologie expérimentale. Et il s'est parfaitement conservé. Ce n'est pas une momie égyptienne sèche dont les organes ont été retirés et qui a été trempée dans du sodium. C'est une momie humide. Son cerveau, son cœur, ses yeux, même le contenu de son estomac sont tous en place. La glace a agi comme une chambre cryogénique parfaite. Et c'est ici que commence le véritable détective. Parce que Ötzi n'est pas simplement mort congelé, il est mort d'une mort violente. Il a été tué. Pendant 10 ans, les scientifiques ont étudié son corps, élaborant des théories selon lesquelles il était un berger, pris dans une tempête de neige, un voyageur fatigué s'étant endormi dans la neige, une mort tragique mais paisible due à l'hypothermie. Mais en 2001, une décennie après la découverte, le corps a été soumis à un scanner à rayon X ultra puissant à l'hôpital de Bolzano. Et sur l'écran du moniteur dans l'épaule gauche profondément sous l'omoplate, les médecins ont vu une ombre, petite triangulaire dense. Ce n'était pas une pierre, c'était une pointe de flèche en silex. Le monde a basculé. Ötzi avait été tué. C'était le meurtre non résolu le plus ancien de l'histoire de l'humanité. Littéralement, la flèche est entrée par derrière de loin. Elle a perforé l'omoplate. Elle a traversé les côtes. Elle a traversé le sommet du poumon gauche et surtout elle a sectionné l'artère subclavière. C'est un gros vaisseau qui part directement du cœur. C'est une blessure mortelle. Le sang a jailli en fontaine à l'intérieur de la cage thoracique. La mort est survenue quelques minutes plus tard, au maximum 10. C'était un meurtre instantané, cruel et calculé. Mais qui a tiré et pourquoi le meurtrier ne s'est pas approché du corps? Il n'a pas achevé la victime avec un couteau. Et ce qui est le plus étrange, c'est qu'il ne l'a pas volé. Près d'Ötzi se trouvait l'objet le plus précieux de cette époque, un véritable Mercedes de l'âge de pierre, une hache en cuivre. À l'époque, une telle hache pouvait acheter tout un village ou un troupeau de bétail. Le cuivre était rare, difficile à travailler. Laisser une telle arme sur un cadavre est une folie. C'est comme si aujourd'hui, sur une scène de crime, on laissait une valise avec $1 million. Si ce n'est pas un vol, alors c'est une exécution, ou une vengeance, ou l'élimination d'un concurrent politique. Le meurtrier voulait une seule chose, qu'Ötzi cesse de respirer.
Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour fatidique, les scientifiques se sont tournés vers la technologie la plus avancée, l'analyse ADN. Mais ils ont décidé d'examiner non seulement les tissus d'Otzi lui-même, ils ont décidé d'examiner ses affaires. Le biologiste moléculaire australien Tom Loy, pionnier de l'analyse du sang ancien, s'est attaqué à une tâche qui semblait impossible. Il a commencé à chercher des traces microscopiques d'hémoglobine et d'ADN sur les vêtements, les armes, les outils de la momie. Ce qu'il a trouvé a fait frémir la communauté scientifique. Sur les affaires d'Otzi, il y avait du sang. Beaucoup de sang. Et ce n'était pas seulement le sien. L'analyse ADN a révélé les profils génétiques de 4 personnes différentes, 4 étrangers. La première trace du sang sur la lame du poignard en silex d'Otzi. C'est le sang d'un ennemi. C'est une preuve de combat, rapproché. La deuxième trace du sang sur la pointe de la flèche qui se trouvait dans le carquois d'Otzi. Il avait 14 flèches, mais seulement 2 étaient équipées de pointes et de plumes prêtes au combat. Les autres étaient marquants des préparations. Les troisième et quatrième traces du sang sur la peau de chèvre de son manteau. Et ce sang provenait de différentes personnes. La scène du crime a commencé à changer sous nos yeux. Ce n'était pas un meurtre isolé par un tireur embusqué. C'était une bataille ou une série de batailles. Tom Loy a reconstitué les événements avec une précision effrayante. Le sang sur le couteau indique qu'Otzi s'est battu au corps à corps. Il a coupé ou tué quelqu'un. Le sang sur la flèche dans son carquois indique un scénario encore plus dramatique. Otzi a tiré sur quelqu'un, l'a touché, puis a retiré sa flèche du corps de l'ennemi ou de la blessure d'un camarade. Pourquoi ? Parce qu'il manquait de munitions. Il avait catastrophiquement peu de flèches prêtes. Il a retiré la flèche ensanglantée pour l'utiliser à nouveau. C'est un geste de désespoir, un geste d'une bête traquée. Et le sang des 2 autres personnes sur son manteau, l'hypothèse la plus audacieuse et tragique est que c'est le sang de ses camarades. Otzi n'était pas seul. Portait-il un ami blessé sur ses épaules, ou son manteau a-t-il été imprégné de sang alors qu'il se tenait côte à côte avec quelqu'un qui a été tué à ses côtés et les éclaboussures volaient dans tous les sens ? Ce n'était pas une dispute banale entre bergers ivres, c'était une guerre de clans, une escarmouche de groupes militaires en haute montagne. Un examen attentif des mains de la momie a révélé une autre preuve critique irréfutable. Sur le poignet droit d'Otzi, entre le pouce et l'index, une profonde et terrible coupure a été trouvée. La blessure atteignait l'os coupant le tendon. Mais c'est aussi un point clé qui change toute la chronologie, la blessure avait déjà commencé à cicatriser. Les bords de la plaie étaient recouverts de fibrine. L'analyse histologique a montré que la coupure avait entre 24 et 48 heures. Que signifie cela ? En criminalistique, on appelle cela une coupure classique de légitime défense. Quelqu'un a attaqué Otzi avec un couteau ou une hache un jour ou 2 avant sa mort. Otzi a saisi la lame à main nue pour dévier le coup de la gorge ou de la poitrine. Il a survécu à cette altercation, mais il a été blessé. Sa main droite, celle de l'archer, était hors d'usage. Il ne pouvait pas tirer la corde de son puissant arc en if. Il était sans défense à longue distance. Cela change la chronologie des événements. La tragédie s'est déroulée sur plusieurs jours. C'était un thriller en temps réel. 2 jours avant sa mort, Otzi s'est descendu dans la vallée. L'analyse du pollen dans son intestin confirme qu'il était dans une zone de forêt feuillue. Là-bas, dans son village natal, un conflit a eu lieu, un conflit violent. Il a été engagé dans un combat, a reçu une grave blessure au bras. Peut-être a-t-il tué son agresseur et il a dû fuir. Il a couru vers le haut dans les montagnes, sauvant sa vie. Blessé. Avec un bras qui pulsait et saignait. Il était poursuivi, c'était une chasse à l'homme. Un groupe de poursuivants était sur ses talons, le poussant toujours plus haut, dans la zone de la mort, au-dessus de la ligne des forêts, là où il n'y a ni nourriture ni abri. Que faisait Otzi dans ces dernières minutes ? Était-il en panique ? Courait-il à toute vitesse, haletant à cause du manque d'oxygène ? Le contenu de son estomac analysé en 2011 grâce à des nanotechnologies a choqué les scientifiques par son calme glacial. Environ 1 heure au maximum, 1h30 avant que la flèche ne se plante dans son dos, Otzi a mangé de manière copieuse et substantielle. Dans son estomac, on a trouvé de la graisse de chèvre des Alpes, un ibex, un produit très calorique de la viande de cerf rouge, et des grains d'épée et autres, un ancien blé moulus, et probablement cuit sous forme de galette. Des traces de fougères Orlaïa ont également été trouvées, peut-être utilisées comme emballage pour la nourriture ou comme médicament. C'était une nourriture lourde et grasse idéale pour survivre au froid. Ce fait ne correspond pas à l'idée d'une fuite panique. Si vous savez que des tueurs respirent à 100 mètres derrière vous, vous ne vous asseyez pas pour faire cuire de la viande. Vous courez jusqu'à ce que vous tombiez. Cela signifie que Otzi pensait qu'il avait réussi à s'échapper. Il était monté à 3200 mètres d'altitude. Il avait traversé le col. Il s'est retrouvé dans un désert blanc.
Il a décidé qu'il était en sécurité, que personne ne viendrait le chercher aussi haut. Il a trouvé un ravin protégé du vent. Il a allumé un feu, des charbons ont été retrouvés. Il a mangé. Il a commencé à réparer son équipement. Des outils pour réparer des flèches et des fesses et une corde ont été trouvés à proximité. Il a rangé ses affaires soigneusement à côté de lui. Il s'est détendu. Et cela a été son erreur fatale. Le meurtrier était un maître du camouflage et de la patience. Il ne courait pas. Il traquait. Il s'est approché discrètement. Par le bas. Depuis le rebord d'une falaise. Par le bas, depuis le rebord d'une falaise. Le tir a été effectué à environ 30 à 40 mètres de distance. Un tir de sniper dans le dos de Ötzi. Il n'a même pas eu le temps de finir son dernier morceau de viande. Il était encore dans son estomac, non digéré. Le coup dans le dos l'a fait tomber. Il est tombé face contre terre, se frappant la tête contre une pierre. Un traumatisme crânien et une hémorragie cérébrale ont été confirmés par le tomographe. Ensuite, le meurtrier s'est approché du mourant. Ötzi a haleté, s'étouffant avec son propre sang. Le meurtrier n'a pas voulu l'achever avec un couteau. Il a fait quelque chose d'étrange et de symbolique. Il a retourné le lourd corps où s'est accroupi sur lui. Avec force, il a arraché le fût de la flèche de son dos. La pointe en silex est restée à l'intérieur. Elle était attachée avec des nerfs de manière à se détacher lors de l'extraction. Mais le fût avec les plumes, le meurtrier l'a emporté avec lui. Pourquoi? Pour dissimuler les preuves. Dans le monde ancien, une flèche était comme une signature. Par les plumes, par les marques sur le fût, on pouvait identifier le maître ou le clan. Le meurtrier ne voulait pas que quelqu'un, des esprits, des membres du clan d'Ötzi, s'il trouvait le corps, sache qui a tué l'homme des glaces. Ce n'était pas simplement un meurtre, c'était une élimination, un nettoyage. Revenons à la hache, c'est la clé du statut social d'Ötzi. Pendant longtemps, on a pensé qu'il vivait au néolithique, à l'âge de pierre, mais la hache a changé la datation de toute une époque. L'analyse métallographique a montré que la lame était faite de cuivre à 99,7% de pureté. C'est une pureté incroyable pour l'époque. C'est une technologie de niveau spatial. Pour 3300 avant notre ère, la lame a été coulée dans un moule et non forgée, puis aiguisée. Mais le plus choquant, c'est l'origine du cuivre. L'analyse isotopique du plomb dans le cuivre a montré que le minerai n'avait pas été extrait dans les Alpes comme on le pensait auparavant. Il avait été extrait dans le sud de la Toscane, dans la région de Calina Metallifera, à 500 km du lieu de la mort d'Ötzi. Cela indique que Ötzi faisait partie d'un immense réseau commercial transeuropéen. Posséder une telle hache ne pouvait être le fait que d'un chef, d'un chaman ou d'un guerrier très influent. C'était un sceptre de pouvoir. Peut-être que ce pouvoir a été la cause de sa mort. Un coup d'état politique dans la tribu, des jeunes guerriers ambitieux ont décidé de renverser le vieux chef malade. Ötzi avait environ 45 à 46 ans, un vieux homme décrépit selon les normes de l'époque. Il a été exilé. Un tueur a été envoyé à sa poursuite pour s'assurer qu'il ne reviendrait pas, qu'il ne rassemblerait pas d'alliés et ne revendiquerait pas le pouvoir. La hache laissée derrière confirme que les meurtriers ne voulaient pas de ses richesses, ils voulaient sa mort. Mais Ötzi n'était pas simplement un guerrier. Il était un manuel médical ambulant une carte des souffrances humaines. L'étude de son corps à l'aide de nanoscanners a montré qu'il souffrait d'un véritable bouquet de maladies. Il avait une arthrite sévère. Ses genoux et ses chevilles étaient usés. Il avait beaucoup marché dans les montagnes. Il avait des calculs dans la vésicule biliaire. Ses poumons étaient noirs comme ceux d'un fumeur de 40 ans à cause de la suie des feux dans des cabanes fermées. Il a probablement travaillé dans une fonderie de cuivre, ce qui explique la présence de fortes doses d'arsenic dans ses cheveux. Des parasites des anguillules vivaient dans son intestin. Et il avait la maladie de Lyme, la borréliose transmise par les tiques. Il souffrait de douleurs osseuses constantes. Et c'est ici que s'ouvre la partie la plus mystique et étonnante de l'histoire. Sur le corps d'Ötzi, 61 tatouages ont été trouvés. Mais ce ne sont pas des dessins de dragons d'animaux ou des motifs pour la beauté, ce sont simplement des groupes de lignes parallèles et des croix. Bleu-noir, faites avec de la suie frottée dans des incisions. Des scientifiques de l'Institut des momies ont superposé la carte de ces tatouages sur la carte des points d'acupuncture utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise. La coïncidence a choqué le monde. Les tatouages étaient situés précisément avec une précision anatomique aux endroits où Ötzi avait des foyers de douleur. Dans le bas du dos, ostéochondrose. Sur les genoux, sur les chevilles, aux points correspondant au fonctionnement de l'estomac où se trouvaient des parasites. C'était une thérapie, un traitement. 2000 ans avant que l'acupuncture ne soit décrite pour la première fois en Chine dans les Alpes, on connaissait déjà ces points et méridiens.
Le guérisseur de sa tribu faisait des incisions aux points douloureux et y frottait du charbon de bois pour soulager les souffrances du chef. Cela change notre perception de la médecine ancienne. Il ne priait pas seulement les âmes, il connaissait l'anatomie, le système nerveux et les méthodes d'analgésie. Ötzi se soignait. Il portait avec lui une trousse de secours suspendue à un cordon en cuir contenant des morceaux séchés de champignons de bouleau Piptoporus qui possèdent de puissantes propriétés antibiotiques et hémostatiques. Il savait comment survivre. L'analyse ADN a révélé une autre surprise déjà pour nos contemporains. Des scientifiques d'Innsbruck ont décidé de vérifier si des parents d'Ötzi étaient encore en vie. Ils ont prélevé des échantillons de sang chez 3700 hommes vivant dans le Tyrol autrichien dans les vallées entourant le lieu de la découverte. Résultat, 19 personnes se sont révélées être des parents génétiques directs de l'homme des glaces par la lignée masculine. Ils ont la même mutation rare dans l'ADN mitochondrial, haplogroupe GO2A4. Ces personnes vivent dans les mêmes vallées où Ötzi a vécu et est mort, et ils marchent sur la même terre. 5300 ans d'histoire. L'Empire romain, le Moyen-Âge, la peste, 2 guerres mondiales. Rien n'a interrompu ce fil ténu de sang. Ötzi n'a pas disparu sans laisser de traces. Ses arrière-petits-enfants aux 200e génération regardent peut-être cette vidéo sans se douter que leur ancêtre repose dans un musée à Bolzano. Mais Ötzi n'était pas tout à fait local au sens moderne. Le séquençage de son génome en 2012 a montré qu'il était le plus proche des habitants modernes de Sardaigne et de Corse. Ce sont des reliques. Les descendants des premiers agriculteurs néolithiques venus d'Anatolie qui ont été repoussés dans les montagnes et sur les îles par des vagues migratoires ultérieures d'Indo-Européens. Ötzi était un représentant d'une époque révolue, le dernier des Mohicanes de la vieille Europe. Il avait les yeux marrons, une intolérance au lactose, il ne pouvait pas boire de lait comme la plupart des adultes de son époque, et une prédisposition à l'infarctus, une calcification des artères. S'il n'y avait pas eu la flèche, il serait probablement mort d'une crise cardiaque dans quelques années. Comme dans le cas du pharaon Toutankhamon, une sombre légende urbaine de malédiction s'est formée autour d'Ötzi. Les journalistes adorent ce sujet, et bien que la science le rejette comme une superstition, les coïncidences font réfléchir même les plus sceptiques. 7 personnes étroitement liées à la découverte au transport et à l'étude d'Ötzi sont mortes dans des circonstances étranges au cours des quelques années suivant la découverte. Helmut Simon, le touriste qui a trouvé la momie, a disparu dans les montagnes lors d'une soudaine tempête de neige. Il a été retrouvé mort, tombé d'une falaise dans une position terriblement similaire à celle d'Ötzi face contre terre. Konrad Spindler, le premier archéologue à avoir étudié le corps et révélé ses secrets, est mort d'une sclérose en plaques fulgurantes plaisantant avant sa mort. Je crois que je suis le prochain sur la liste des momies. Rainer Rand, le chef de l'équipe médico-légale qui a placé Ötzi dans un sac à main nu, a péri dans un horrible accident de la route en se rendant à une conférence sur Ötzi. Kurt Fritz, le guide de montagne qui a conduit les journalistes sur le site de la découverte et a déblayé la glace, a été tué dans une avalanche à un endroit où les avalanches ne se produisent jamais. Tom Loy, biologiste moléculaire qui a découvert le sang de 4 personnes et a élucidé le mystère du meurtre, est mort d'une maladie rare du sang, juste au moment où il finissait d'écrire son livre final sur Ötzi. Les sceptiques disent que ce n'est que de la statistique. De nombreuses personnes ayant travaillé avec la momie étaient âgées malades ou pratiquaient l'alpinisme dangereux. Mais le mythe du Tor, lieu de l'homme des glaces, troublé dans son repos glacé, continue de vivre, ajoutant une nuance sinistre à la sensation scientifique. Ötzi était équipé mieux que de nombreux touristes modernes. Ses chaussures sont un chef-d'œuvre d'ingénierie. La semelle est en peau d'ours pour la solidité. Le dessus est en cuir de cerf. Et à l'intérieur un filet en écorce de bouleau rempli de foin sec pour l'isolation. C'est le précurseur de la membrane Gore-Tex. Elles étaient chaudes imperméables et avaient une excellente adhérence sur la glace. Il avait un sac à dos en bois. Il avait un conteneur en écorce de bouleau dans lequel il transportait le feu. Des braises enveloppées dans des feuilles d'érable. Il ne perdait pas de temps à créer des étincelles. Il portait le feu avec lui. Cela témoigne d'un intellect élevé et d'une adaptation à un environnement difficile. Il était un maître de la survie. Mais même ses compétences n'ont pas suffi pour survivre à la trahison. Aujourd'hui, Ötzi repose dans une chambre froide spécialement conçue au musée d'archéologie du Tyrol du Sud à Bolzano. La température est de moins 6 degrés Celsius avec une humidité de 98%. Des conditions qui imitent parfaitement le glacier qu'il a conservé pendant 5300 ans. À travers une petite fenêtre blindée, des millions de personnes du monde entier le regardent.
Que voyons-nous en regardant ce visage ridé? Nous ne voyons pas simplement une momie. Nous voyons un miroir. Nous voyons un homme qui souffrait de douleurs au dos tout comme nous, qui soignait ses dents et avait peur des maladies, qui aimait la bonne nourriture grasse, qui portait des vêtements compliqués et beaux pour se protéger des éléments et montrer son statut. Mais surtout, nous voyons un homme qui a vécu dans un monde cruel et impitoyable. Un monde où le conflit se réglait par un coup de couteau dans la poitrine. Un monde où l'on pouvait être traqué pendant des jours dans les rochers pour recevoir une flèche dans le dos pendant que l'on mangeait. La découverte de l'ADN de 4 personnes sur ses affaires a transformé Ötzi d'une victime accidentelle en héros d'une tragédie antique. Il a lutté jusqu'à la fin. Il a survécu à la première bataille sanglante dans le village. Il a échappé à la poursuite. Il a retiré une flèche du corps de son ennemi pour l'utiliser à nouveau. Il a grimpé vers les nuages surmontant la douleur dans son bras. Et il est mort trahi par quelqu'un qui savait où le chercher et qui savait attendre. Ötzi nous a appris plus sur notre passé que des milliers de livres et de fouilles de tombes vides. Il a montré que la violence, la lutte pour le pouvoir, les intrigues et la trahison ont toujours été les compagnons de l'humanité depuis le début. Mais il a également montré une incroyable résilience, ingéniosité et volonté de vivre. Il est mort seul, se vidant de son sang sur une pierre froide sous des étoiles indifférentes loin de chez lui. La neige l'a recouvert comme un suaire pour le préserver pour nous. Et maintenant, après 53 siècles, il a enfin raconté son histoire. L'histoire d'un guerrier qui a perdu sa dernière bataille mais a vaincu le temps. La science continue de l'étudier. Chaque année, de nouvelles méthodes de protéomique et d'épigénétique apportent de nouveaux détails. Nous avons appris la couleur de ses yeux, marron son groupe sanguin, le premier sa voix, reconstruite grâce à la tomographie des cordes vocales. Que cache encore l'homme des glaces ? Peut-être que dans le microbiome de son intestin ou dans les isotopes de ses dents se trouvent les réponses à des questions sur les migrations des peuples, sur le climat, sur des maladies que nous n'avons même pas encore pensé à poser. L'histoire n'est pas terminée. Ötzi continue de nous parler depuis sa chambre froide. Et nous devrions l'écouter car son histoire est notre histoire. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.